C'est une ville où les premières lueurs du jour apportent rarement de bonnes nouvelles. Les services de secours nous signalent des détonations dans un quartier, des tirs en rafale. À Culiacán, Ernesto Martinez est reporter pour ce qu'on appelle ici la note rouge, la couverture des scènes de crime. Il s'est fait tirer dessus au moment de monter dans son véhicule, cette petite voiture de couleur rouge. Un policier vient d'échapper à une tentative d'assassinat au moment de prendre son service. Le calme semble revenu, mais il est souvent trompeur. L'autre jour, les tueurs étaient encore là. Ils m'ont dit « dégage avant qu'on te tue aussi » et ils ont pointé leurs armes sur moi. Ce matin-là, en moins d'une heure, les violences vont s'enchaîner. Ici, le corps d'un adolescent a été déposé devant cette pizzeria. L'un de ses proches est chargé d'identifier la dépouille. D'un signe de la tête, il prévient la famille. Une scène de détresse tristement habituelle à Culiacán. 5 morts ce matin-là, dont cet homme ligoté et jeté sur le bord de la route. Le quotidien sanglant de la cité considérée comme la plus dangereuse du Mexique. C'est une guerre. Ils s'entretuent les uns les autres. Et c'est comme ça tous les jours. Les morts, les affrontements et les enlèvements de personnes qu'on retrouve, comme cet homme. À Culiacán, depuis plus d'un an, 2 factions d'un même cartel se déchirent. Et les murs de la ville un peu partout en portent les traces. Sur les réseaux sociaux, les gangs postent les vidéos de leurs attaques. Sur celle-ci, l'un des groupes poursuit ce véhicule blindé, ciblé par des tirs de mitrailleuses lourdes, parfois à bout portant. Et lorsqu'un homme s'extirpe finalement du véhicule, « Tuez-le! Tuez-le !» le commando se montre impitoyable. De contact en contact, nous avons réussi à approcher 2 de ces hommes. Rendez-vous est pris à la tombée de la nuit, non loin du centre-ville. Des sicarios, comme on les appelle ici, chargés des basses œuvres pour le compte des cartels de la drogue. Vous portez votre arme en permanence? Oui, tout le temps. Pourquoi? Par sécurité. On ne sait jamais ce qui va se passer. La menace peut surgir partout et à n'importe quel moment. Habituellement, il a une veste avec jusqu'à 30 chargeurs. Une guerre est une guerre. Elle ne se gagne pas en portant 4 cartouches sur vous, mais en portant 3000. Ils n'avaient pas 10 ans lorsqu'ils ont rejoint le cartel, avant de grimper les échelons jusqu'à se voir attribuer un numéro d'identification. Nous avons face à nous numéro 9 et numéro 23. À aucun moment, ils ne cherchent à cacher leur rôle d'homme de main au sein de l'organisation. Tuer, mourir, séquestrer, tenir le terrain. Vous avez déjà fait tout ça? Oui. J'ai enlevé la vie à des gens. C'est mon travail. Ici, on tue ou on meurt. On atteint le sommet ou on finit 6 pieds sous terre. Ce sentiment de toute puissance des cartels se voit en un lieu plus que tout autre. Un cimetière surnommé le Panthéon des narcos. De grandes figures du trafic qui ont fait construire d'impressionnants caveaux pour eux ou pour leurs proches, aux allures de chapelles, de temples antiques ou de maisons d'architectes. Nous pouvons y circuler, mais il est trop risqué de s'y arrêter. Ce qui saute aux yeux, ici, c'est le niveau de faste des mausolées. Certains sont équipés de vitres par balles, de systèmes de vidéosurveillance ou de climatisation. La preuve de l'opulence de certaines des familles qui contrôlent ici le trafic de drogue. Si la situation s'est embrasée ces derniers mois, c'est que ces familles se sont brouillées. Le cartel de Sinaloa, l'un des plus puissants au monde, s'est fracturé en 2 clans. Celui d'Ismael Zambada Garcia, l'un des fondateurs, et celui de Joaquín Guzmán López, fils d'une autre figure historique emprisonnée aux États-Unis. Le premier a été piégé par le second et livré aux autorités américaines, dont la pression croissante déstabilise les cartels. Donald Trump les a fait classer comme organisations terroristes car il les juge responsables de la mort de 100 000 personnes qui meurent d'overdose chaque année aux États-Unis. Il en a fait un argument électoral et s'est mis à pressuriser l'économie mexicaine pour contraindre l'État mexicain à agir. Face aux pressions américaines,
le Mexique a renforcé sa lutte contre le narcotrafic. À Culiacán, des milliers de soldats sont désormais déployés dans les rues. Mais leur présence n'a pour l'heure pas enrayé la guerre fratricide, dont les citoyens sont souvent les premières victimes. Ce jour-là, ces professeurs protestent contre une diminution de 20% de leur salaire. Minés par la violence, l'économie s'est effondrée et les autorités locales ont perdu une partie de leurs ressources. Les commerçants mettent la clé sous la porte car les gens n'osent plus sortir faire leurs courses. Ils n'ont plus cette liberté. On en a marre de cette violence, on n'en peut plus. Tous les jours, on apprend qu'un oncle, un neveu, un voisin est mort. En centre-ville, chaque arbre, chaque poteau, chaque panneau est recouvert de ces notes d'information sur des citoyens ayant disparu. Accompagné de ce message, ¿Dónde están? Où sont-ils? Nous sortons de Culiacán pour rejoindre les zones rurales qui l'encerclent, escortés par l'armée mexicaine. Un groupe de citoyens mène ce jour-là des fouilles autour de cette bâtisse abandonnée. On a reçu un renseignement anonyme disant qu'il était possible qu'il y ait des corps cachés dans les environs. Il y a 5 ans, le fils de Reinalda Pulido a disparu, comme son frère et un de ses neveux. Alors chaque vêtement retrouvé est considéré comme un indice potentiel. Ça, c'était une chemise. On voit les coutures. La petite équipe va donc sonder ce talus. J'enfonce la tige et je vois s'il n'y a pas une odeur de putréfaction qui se dégage. L'investigation les conduit ensuite dans ce qui ressemble à une salle d'exécution. Là, ce sont des impacts de balles. Mais c'est un peu plus loin que le chien de la police a repéré une odeur. Une pelle! Il faut creuser. Cette fois, pas de corps, mais des ossements qui seront analysés pour savoir si ce sont bien des restes humains. Aucune piste n'est à négliger. Je chercherai mon fils jusqu'à mon dernier souffle. Certains disent que c'était un voyou ou un guetteur au service des narcos. Mais je ne baisserai pas les bras. Car c'est moi qui ai souffert pour le mettre au monde. C'est moi qui l'ai porté. Et d'une certaine façon, je l'ai déjà retrouvé dans chacun des 200 corps que nous avons récupérés et les 20 personnes qu'on a retrouvées vivantes. Dans une région où 6 personnes disparaissent chaque jour aux mains des cartels, rares sont ceux qui ne perdent pas espoir. Leur quête de vérité est plus forte que la terreur que font régner les narcos. Une dernière lueur dans les ténèbres du Sinaloa.